Donc, je m'appelle Dounia Zouine, je suis manager en charge des activités de stratégie digitale et data au sein de Converteo. Et effectivement, le GDPR, de son petit nom français RGPD, Règlement général de protection des données personnelles, est un sujet dont vous avez forcément entendu parler et qui draine un volume assez important de conversations. Dans la sphère privée comme dans la sphère publique, et je vais vous expliquer pourquoi. On a peu de temps pour dérouler ce sujet. Et ce qu'on se disait avec Maître As hier, c'est qu'effectivement, c'est un sujet qui amène à être prolixe et qui est complexe. Mais si je devais simplifier aujourd'hui, le RGPD, ce sont principalement 3 devoirs. Le premier, c'est le devoir d'informer les clients, les prospects, mais aussi les employés sur la collecte de leurs données personnelles et sur la manière dont elles sont utilisées. Aujourd'hui, on va plus s'intéresser à l'univers marketing et à l'univers digital. Donc, ça concernera plutôt les clients et les prospects, utilisateurs de vos plateformes, que ces plateformes soient des sites web ou soit des applications. Donc, premier devoir, informer. On collecte vos données et voilà ce qu'on en fait. Le deuxième devoir, c'est celui de recueillir le consentement, donc l'accord, auprès de ces utilisateurs-là pour collecter la donnée et pour l'utiliser. Donc, il faut avoir un accord explicite, un consentement explicite, un go de l'utilisateur pour, collecter sa donnée et ensuite pour l'utiliser dans la manière dont vous lui avez décrite. Le troisième devoir étant celui de fournir les outils à ces utilisateurs, de contrôler et de gérer leurs données. Donc, les informer, 2, leur donner la possibilité de s'exprimer s'ils ont envie ou pas que vous collectiez la donnée et que vous l'utilisiez. Et 3, la possibilité de contrôler cette donnée, c'est-à-dire si je reprends l'exemple du consentement, vous m'avez dit oui, vous avez le droit de collecter la donnée, mais je vous donne aussi la possibilité de venir retirer ce consentement-là à un moment voulu et de manière très simple. Donc 3 devoirs qui cachent en fait une certaine complexité, 3 devoirs plutôt simples, mais qui cachent une complexité qui est liée à ce que c'est une donnée personnelle. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde qu'un nom, un prénom et une adresse, c'est une donnée personnelle. Mais le vrai plus du RGPD, c'est qu'il va plus loin dans la définition de cette donnée personnelle. Donc peut-être je vais vous surprendre, mais la date de naissance, par exemple, est une donnée personnelle. L'adresse IP, au sens RGPD, est une donnée personnelle. Le fait que vous soyez éligible à la défiscalisation, ça devient une donnée personnelle avec le RGPD. Donc en fait, le RGPD, pour une définition, encore une fois, si je peux me permettre simple, c'est toute information qui est relative à une personne physique et qui permet de l'identifier directement, c'est le cas du coup des données de contact, du prénom, etc., ou bien indirectement, notamment quand elle est du coup cette donnée indirecte est réconciliée avec de la donnée plus explicite. Et c'est pour ça que la donnée personnelle devient, que la date de naissance par exemple, devient une donnée personnelle. Et justement, le volume de conversation autour du RGPD, et notre séance d'aujourd'hui en est aussi une illustration évidemment, il est aussi corrélé à l'inquiétude que suscite ce règlement-là, puisque toutes les informations, ce règlement s'applique à toutes les entreprises, que vous ayez des énormes bases de données parce que vous avez une carte de fidélité et vous avez une forte capacité à en baser, ou que vous soyez une petite entreprise plutôt B2B qui détient donc un fichier Excel avec les données de ses clients. Tout le monde est éligible au RGPD et on en parle justement parce que pour la première fois, les sanctions qui seront liées à la non-conformité avérée sur certaines entreprises sont des sanctions de taille qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de vos entreprises. Je précise le chiffre d'affaires mondial et jusqu'à 20 millions € d'amende. Donc, pour la première fois, en fait... Absolument. C'est complètement fou. Voilà, c'était juste, c'est complètement fou. Très bien. Il n'y a pas de mots, vous savez, c'est comme les délires. Il parle parce qu'il sait que je peux le défendre. Et donc, du coup, le sujet aussi, si on devait replacer cette inquiétude-là dans un contexte marketing, parce que c'est bien de cela dont on se parle aujourd'hui, c'est qu'en pensent ces utilisateurs-là qui sont au premier titre concernés par ce sujet de data personnelle. Donc en fait, le sujet s'est largement déplacé dans la sphère privée, notamment grâce aux médias de différents types et à la presse. Et en fait, le RGPD est vécu par vos audiences, est vécu par l'opinion publique comme une loi pour laquelle ils sont assez favorables, parce que pour une fois,
ils vont être protégés, et cette loi va raisonner en fait quelque part la gestion et la manière dont les entreprises utilisent leurs données personnelles. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission de notre amie Élise Lucet, qui a décrété que du coup le RGPD mettait la fin à l'ère du Far West de la data. C'est peut-être un peu dramatisé, c'est peut-être un peu tragique, mais dans les faits, c'est quand même la réalité. Enfin, en même temps, l'élection d'Emmanuel Macron met un peu fin au règne de gens comme Élise Lucet. Oui. Donc, par rapport à une démarche purement marketing, le lien avec cette opinion publique qui est plutôt favorable au RGPD, elle doit nous questionner de la même manière qu'on le ferait pour n'importe quel projet marketing ou data marketing. C'est justement cet utilisateur-là, qu'est-ce qu'il en pense et comment est-ce que je peux le satisfaire. Donc, il y a le sujet de la loi et il ne faut évidemment pas jouer avec la loi, mais peut-être que d'un point de vue marketing, le déplacement du paradigme, le changement de paradigme, fait passer la question de qu'est-ce que je peux traquer sur mon utilisateur, qu'est-ce que je peux collecter comme données, à d'autres typologies de questions qui sont plus en empathie avec cette opinion favorable et qui devraient nous permettre de continuer à faire notre travail de marketeur et le travail d'expérience utilisateur sur les plateformes digitales de la même manière. Donc la question n'est pas tant qu'est-ce que je peux traquer et qu'est-ce que la loi me permet de traquer ou pas, qu'est-ce que je peux collecter comme données, mais plutôt quelle est la donnée dont j'ai vraiment besoin pour faire la preuve à mon utilisateur et susciter son intérêt pour un produit ou pour un service. Et l'autre question aussi, c'est quelle est la donnée dont je dispose aujourd'hui et qu'est-ce que j'en ai réellement fait jusque-là? Est-ce que je l'ai vraiment utilisé? Et la dernière, c'est celle qui est peut-être la plus challenging d'un point de vue marketing, c'est comment est-ce que je peux faire la preuve de la valeur ajoutée de mon service et de la collecte de cette donnée de façon à ce que l'utilisateur consente à me les donner et que ce soit vraiment win-win et que je ne sois pas en position de dire « Ouh là là, je vais perdre tous mes opt-ins, je vais perdre toutes mes données », mais plutôt la donnée dont j'ai vraiment besoin, je vais aller les chercher et je vais, d'un point de vue marketing, je vais faire preuve d'intelligence de situation et je vais pouvoir réconcilier en fait cet utilisateur-là avec la donnée qu'il va me donner. La donnée qui va me donner, tout à fait. Opérationnellement, et Maître Haas vous parlera un petit peu plus dans le détail opérationnel des différents livrables qui sont attendus, etc. D'un point de vue macro-opérationnel, il y a deux sujets dans vos entreprises. Le premier qui est plus lié évidemment à la relation externe avec vos clients et à l'opportunité de remettre la confiance client au centre du jeu. Et moi, mon opinion personnelle en tant que pro de la data, c'est que c'est le sens de l'histoire. Et vos clients chercheront et vos utilisateurs chercheront toujours plus de transparence et plus de pédagogie. Et c'est comme ça que l'histoire autour de la data devrait s'écrire. Donc plutôt des chantiers liés à la relation client et à l'expérience utilisateur de vos clients sur le site. Et des chantiers qui sont plus tournés vers l'interne avec des sujets plus lourds à la fois en termes de temps mais en termes aussi de complexité technique, de mise en place de process organisationnels mais aussi de process dans les back-office SI. Si je devais résumer pour quand même faire le lien entre dresser un portrait robot de l'impact marketing et puis la loi, je vous rappelle qu'il y a 99 articles qui viennent régir la collecte et l'utilisation de cette donnée personnelle, qu'il y a 27 pays européens qui sont concernés par cette loi et qu'il y a eu pas moins de 4000 amendements depuis 4 ans où cette loi s'est construite. Aujourd'hui, la relation client, elle va plutôt se transformer, s'illustrer d'un point de vue chantier opérationnel par le sujet du consentement. Donc comment est-ce que je recueille ce consentement-là, comment est-ce que je l'archive, comment est-ce que je fais la preuve que je l'ai recueilli et que je l'utilise à bon escient. Tout le volet information aux clients, et là c'est directement lié aux évolutions de vos front office, donc quelles sont les différentes fonctionnalités qui vont permettre de créer un privacy center, d'avoir une FAQ qui soit solide, de recueillir les différentes tick box pour recueillir le consentement, etc. Et le volet nouveaux droits, donc droit au déréférencement ou à l'oubli, droit à la portabilité des données. Est-ce que je vais créer du coup des call to action, des CTA sur mes sites web, de façon à ce qu'un utilisateur puisse télécharger en un clic, par exemple, toutes ces données. Alors, Dounia, avant que Maître Haas intervienne, c'est ton dernier slide ?
Il y a deux Non, questions. mais c'est pas grave. Non, ça l'est ou pas? Non, il manquait peut-être juste un point entre la différence entre le GDPR et l'e-privacy, mais je doute Ça, pas on en que parlera. Maître Ça sera la clôture si vous le voulez bien. Voilà. Il y a deux questions qui se posent d'un point de vue technique. La première, c'est... Alors d'abord, tu dis une loi. Pour l'instant, c'est une directive européenne qui n'est pas traduite dans le droit français. Si, oui ou non? Si. Les traductions dans les droits nationaux ont été faites. Alors justement, merci Dounia, merci Pierre. Non, on est dans une phase transitoire, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est entre la loi informatique et liberté et le règlement. Il y avait 2 ans pour le mettre en application et ça rentrera en vigueur le 25 mai 2018. Donc là, on est là-dessus. Entre-temps, il va y avoir certainement au mois de janvier une loi qui va modifier la loi informatique et liberté et qui donnera pour certains régimes en matière de données sensibles des explications. Donc cette loi s'appliquera un jour franc après. Elle s'applique, c'est-à-dire que l'objectif des directeurs marketing sur leur campagne, c'est de passer de fichiers de déclaration qui semblaient simplement... voilà, le vrai problème, il est là. C'est que jusqu'à présent, on faisait des déclarations à la CNIL et puis c'était terminé, on s'en fichait un peu. De temps en temps, il y avait des alertes et puis on ne s'inquiétait pas. Ce qui se passe désormais, c'est qu'il n'y a plus de déclaration. Il n'y a plus de déclaration, mais vous allez devoir tenir des registres. Et c'est là où, en fait, dans les entreprises, il y a un grand, si vous voulez, chambardement. C'est que qui c'est qui va s'occuper de ces registres? Est-ce que c'est la DSI? Est-ce que c'est la direction marketing? Est-ce que c'est la direction juridique? Alors, qu'est-ce qu'on met dans ces registres? Alors, justement... un slide, pardon. Je vais juste vous le présenter. Alors, voilà, ce qui est très important pour votre métier, comme l'a bien précisé Dounia, c'est qu'il y a un impact sur la profession du marketing au niveau du règlement général de la protection des données. Et ce qui vous importe aujourd'hui, c'est de tenir des registres, mais 2, réfléchir à la minimisation des données. C'est-à-dire, est-ce que tous les données que j'ai, eh bien, ils sont bien mis en place et est-ce que j'ai besoin d'avoir le numéro de téléphone alors que j'envoie une newsletter? C'est une question qui est importante. Deuxièmement, il y a des principes de privacy by design, c'est-à-dire que ça met sur la tête de l'entreprise une obligation de réfléchir dès la conception d'un produit, eh bien, les conséquences que ça pourrait avoir sur la vie privée ou les libertés fondamentales. Un principe de proportionnalité, c'est vrai qu'effectivement, on ne se posait pas trop ces questions, c'est est-ce que ce que je fais est vraiment proportionnel par rapport aux besoins et à la finalité que je déclarais. Un principe qui est grave dans le temps en termes de responsabilité, d'accountabilité. De toute manière, quoi que vous fassiez, vous êtes aujourd'hui considéré comme étant responsable et c'est à vous de constituer vos preuves comme quoi vous avez la possibilité de faire toutes ces choses. Et enfin, ce qui change tout, c'est un principe de sécurité qui était avant, qui existait mais qui était simple, qui était simplement prendre les précautions utiles. Aujourd'hui, vous devez mettre en place les, si vous voulez, mesures organisationnelles et techniques nécessaires à la gravité que cela pourrait avoir sur vos données. Alors derrière ça, il y a toujours les grands principes que l'on retrouve, mais qui vont un peu plus loin, licéité, finalité, loyauté, information, consentement, on l'a marqué, et un vrai problème aujourd'hui, c'est le consentement, mais vous verrez, je vais vous présenter quelques dérogations qui vous permettent peut-être de surfer autour de ça. Et puis, d'une manière générale, dès lors que vous êtes responsable du marketing avec une question fondamentale, est-ce que je suis face à des données massives? Eh bien, il y a la mise en place de registres et la désignation d'un DPO. Et j'allais vous dire une chose, c'est que finalement, je me demande si le directeur marketing ou la direction marketing ne serait pas la personne la plus habilitée pour avoir les fonctions de DPO, les autres ne pouvant pas le faire de manière fonctionnelle. Et puis, autre chose qui change et qui est gravissime pour vous en marketing, c'est que jusqu'à présent, s'il y avait des attaques, personne n'était au courant. En fait, on se faisait, c'était pas grave, ou lorsqu'il y avait des plaintes pénales, après on continuait. Aujourd'hui, le statut qui était réservé aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès, eh bien, ça repose sur la tête de l'entreprise et dans les 72 heures, vous devez faire des notifications et vous devez également, s'il y a des personnes et ça peut avoir des conséquences sur eux, vous devrez les préparer. Ça veut dire que vous perdrez 10% ou 20% de vos clients parce que dès qu'une faille de sécurité va être signalée sur le site de la CNIL, eh bien, à ce moment-là, ça va être catastrophique. Donc, il y a une gestion des process et de savoir quand est-ce qu'on fait la déclaration. Je vous rappelle que dans la loi, il est marqué dès lors qu'elle a été découverte. Et donc, on peut découvrir, mais peut-être pas immédiatement. Donc ça, c'est des questions, mais ça, c'est en off, hein, bien entendu. Alors, et enfin, il y a bien entendu assurer les droits des personnes. Alors, des points importants, j'ai voulu les traduire pour le directeur marketing, la direction marketing. Qu'est-ce que ça veut dire que la minimisation? Eh bien, le focus sur la minimisation, c'est en fait 4 grands principes. 1, je ne collecte
que les données qui sont strictement nécessaires. Et là, il faut refaire en fait ensemble vos process que vous avez mis en place. Il y a, c'est vrai, un travail. Éviter aussi les champs libres, c'est-à-dire les collectes qui ne sont pas contrôlées, et donc avoir aussi des formulaires avec un certain type de manière de travailler. Limiter le nombre de fichiers concernant les informations. Il y a une redondance dans les entreprises. Il y a plusieurs traitements qui avaient déjà à l'origine été déclarés, plusieurs utilisés. Et j'allais dire, vous devez lutter contre le shadow IT, mais aussi le shadow paper. Et je vous rappelle que c'est aussi les fichiers papier avec les noms de toutes les personnes, etc., qui sont concernés par cette règle. Et puis, bien entendu, ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est toujours une catastrophe en entreprise, c'est la question des purges des données. C'est-à-dire que normalement, on n'a pas à conserver les données une fois que la finalité qui avait été déclarée a été achevée avec une durée de conservation. Dans le cerveau, parce que moi, j'ai ton numéro de téléphone par cœur, je sais quand tu es né, je sais où tu habites. Et est-ce que je dois déclarer que dans mon cerveau, il y a une vingtaine de personnes, donc je connais ça Non, Pierre, c'est très bien, mais ça, c'est une dérogation, c'est l'application domestique. Donc là-dedans, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Apple peut sortir en fait le téléphone portable avec la reconnaissance faciale, alors que c'est un gabarit, c'est des données à caractère personnel, mais c'est une application domestique. En revanche, ce n'est pas le cas si vous l'utilisez en entreprise ou si demain vous l'utilisez dans des campagnes marketing. Là, en fait, il faudra avoir une autorisation. Alors, au niveau sur le focus sur vos bases de données clients-prospects, parce que finalement, c'est ça qui vous intéresse en la matière, eh bien, il y a 3 points majeurs, 3 piliers, la qualité des données, la licéité des traitements et la pérennité des traitements. Je vais juste faire un focus parce qu'elle est importante. Donc vous avez ce principe de minimisation des données, ça doit être votre réflexe et c'est une démarche aussi qui vous dit que vous avez une démarche privacy by design. Je vous rappelle que Criteo, quand il rentre sur un marché et qui vous dit j'ai des solutions à proposer, j'ai une démarche privacy by design. C'est le vrai atout et ce qui veut dire aussi vous devez réviser l'ensemble des contrats que vous avez à vos sous-traitants. Je rappelle que la responsabilité, elle pèse aussi sur eux. Deuxième chose, c'est la durée de conservation. Il y a des durées de conservation. Au maximum, on doit garder 3 ans les données. Alors la problématique, au maximum, je dis bien, et il y a même dans des cas où on doit les garder que quelques mois, une année ou 2 ans. Donc là, il faut revérifier un petit peu ce problème. Normalement, ce qui dépasse 3 ans, et si ça n'a pas été actif, doit être purgé ou alors archivé. Si vous aviez un contrôle demain, ce serait une mauvaise archive. Et là aussi vérifier. Donc l'intérêt à l'heure actuelle, c'est qu'entre maintenant et le mois de mai, refaire des campagnes de newsletter dans lequel, et puis avec une nouvelle politique, en disant aux gens, ben voilà, pour améliorer la connaissance, et vous demandez effectivement, comme sur lequel a insisté Dounia, c'est les recueils de consentement. Effectivement, vous devez aujourd'hui pouvoir apporter la preuve que vous les avez obtenus. La mise à jour de vos données, ça c'est un point important. Au niveau de la licéité des traitements, c'est ce registre, je vous en ai parlé, l'information des personnes. Et là, c'est le point le plus important pour vous, c'est cette question des consentements. Alors effectivement, il faut des consentements, mais il existe dans le règlement 2 exceptions. La première, c'est le principe du B2B, où vous êtes dans l'opt-out, c'est-à-dire que vous avez simplement à avoir l'information que la personne a bien été informée, mais garder cette preuve et pouvoir la justifier. Ça, c'est le problème de l'adresse de mail générique avec sollicitation en rapport de l'activité. Et puis, vous avez une autre exception dans les relations B2C, très importante, c'est lorsque la personne a été cliente. Et là aussi, il faut distinguer dans vos fichiers ceux qui sont clients de ceux qui ne l'ont pas et qui sont des prospects. Et là aussi, mettre en place tout ce système. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle stratégie à mettre en place. Et donc, segmenter. Moi, j'ai des clients qui viennent en me disant j'ai 10 millions de contacts, mais comment on fait? Quand on regarde, il y avait déjà 5 millions de clients. Donc, ce n'est pas la même démarche. Donc, il y a 5 millions de clients qui sont valables. Et puis, il y en a 5 millions sur lesquels, en fait, il va falloir faire un travail de remédiation pour pouvoir avoir les consentements. Et puis, enfin, les questions de pérennité des traitements, le droit des personnes, un danger pour vous tous responsables marketing, une question à aborder sur laquelle vous devez déjà plancher, c'est la question de la portabilité. Dans le règlement, il est prévu que lorsque je suis dans un fichier et qu'à un moment donné, je veux quitter le prestataire, eh bien, il doit, et sans délai, enfin, ou avec un délai d'1 mois, eh bien, il peut récupérer l'ensemble de ces données. La question, c'est quel type de données eh bien, je vais devoir transmettre. Et je suis en train de travailler avec des sociétés qui sont en train de préparer des sortes de moteurs de recherche qui font toutes les lettres à envoyer quand on est enquiquiné par des mails, d'où la qualité aussi de vos newsletters à repenser. Et les gens disent, je veux récupérer. Ils ne vont plus vous dire, je m'oppose à ce que vous m'envoyez ces données, mais ils vont vous dire, vous les envoyez à un tel. Imaginez toutes les sociétés qui vont se lancer aujourd'hui, qui vont se mettre sur ce marché en disant, plus besoin de commerciaux, on va récupérer les données de nos concurrents.
en mettre en place la question de la portabilité, avec des sanctions qui peuvent être derrière. Donc c'est un enjeu, une réflexion majeure là-dessus. Bon, la question aussi de l'effacement, c'est pas évident quand une personne demande de sortir d'une base de données, mais comment ça se passe, combien de temps, là aussi il y a un délai, il y aura un délai de 1 mois pour pouvoir aussi en justifier, et puis bien entendu ce point de contact avec les droits des personnes et notamment cette désignation d'un DPO. Je pense que dans un service marketing, il y aura une personne, si elle n'est pas DPO, parce que dans le DPO il y a des responsabilités qui sont lourdes, en tout cas un responsable informatique et liberté sur les fichiers clients est quelque chose et un beau boulot à mettre en place. Alors, je vous fais 2 points là-dessus, sur le focus sur les cookies, parce que c'était aussi l'autre enjeu dès lors que vous avez une visibilité. Les recommandations de la CNIL, et puis deuxièmement, demain, ce qui est en cours mais qui déjà vous bloque beaucoup le métier. Alors, et restons d'abord sur le côté d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut informer des cookies, et puis lorsque vous avez mis en place votre page de cookies qui arrive sur tous les sites, qui ralentit bien entendu les visions des choses, avec le problème, tant que la personne n'a pas accepté les cookies, normalement, vous ne pourriez pas les... Enfin, la CNIL a été radicale là-dessus. Vous ne pouvez pas avoir les historiques, sauf si jamais ils sont anonymisés. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est de mettre... c'est pas compliqué. Vous voulez en savoir plus, une possibilité de vous connecter pour avoir tous les renseignements. Ça, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. Bon, finalement, et j'allais dire, quand vous regardez les outils qui sont présentés, vous avez après toute une chaîne d'autorisation pour vous montrer les justifications comme quoi les personnes vous ont donné leur accord. Alors, elle est très importante parce que demain, vous aurez à l'utiliser en tant que recueil de consentement. Donc, ce qu'il faut préparer déjà, c'est cette chaîne de cookies, qu'elle doit dialoguer, ce qui n'est pas évident pour trouver un outil qui le permet, avec en fait un recueil de consentement et de pouvoir justifier avec une datation, un eurodatage, pour pouvoir justifier. Je vous rappelle que vous avez au nom de la comptabilité la preuve, apporter la preuve du consentement des personnes. Et demain, dans le privacy, le consentement ne sera pas, alors qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans les cas de cookies de fonctionnement, ils sont non intrusifs, s'il n'y avait pas de consentement nécessaire, eh bien, il est prévu demain de l'avoir de manière générale. Donc, il y a un gros lobbying. Y compris pour les cookies anonymes, tu veux dire? Non, les cookies anonymes, en fait, le cookie anonyme ou le cookie, j'allais dire, le traceur, il n'y a pas de problème, on est en dehors. C'est en fait sur le cookie qui permet d'identifier une personne. Dans tous les cas, il faudra un consentement nécessaire. Donc, ça va impliquer des nouveaux développements. Bon, il y a un marché autour de ça qui est en train de se créer. Je pense que les lobbying, aujourd'hui, s'émeuvent de tout ça. Peut-être qu'ils arriveront... enfin, ce n'est pas dans le sens de l'histoire. Dans le sens de l'histoire, c'est aujourd'hui le consentement, apporter la preuve, donner et justifier d'une information. Voilà. Le dernier point qui, dans le métier de marketing, est en train d'évoluer, ne serait-ce que parce que derrière ça, il y a les algos qui permettent de faire du profilage, de pouvoir enrichir, alors là, si vous voulez, j'allais dire, c'est la cascade des consentements. Alors, il y a 2 points qui sont majeurs. Le premier, c'est que vous devez toujours proposer, ça c'est l'article 22 du Règlement général de la protection des données, qui dit que la personne, elle a le droit, d'abord elle doit être informée, elle a le droit de refuser. Donc ça, il faut mettre en place un système. Alors, ce n'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous parlez d'intelligence artificielle, d'algorithmes prédictifs, etc. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc, toutes les solutions que vous avez, elles sont obsolètes avec le règlement. C'est un vrai souci. Et la deuxième question, elle doit aussi avoir la possibilité d'avoir une personne humaine. Donc, les chatbots, ça pourrait être une bonne solution avec un interlocuteur. Mais surtout, vous allez devoir recueillir les consentements et préciser à quoi cela va servir. Et donc ça, c'est tout à fait un changement. Normalement, si l'algorithme lui-même est une machine learning, c'est-à-dire il s'enrichit au fil des expériences, eh bien, la personne n'a pas donné son consentement et il y aura de la possibilité. Alors, je vous rappelle que dans le cas du règlement, les personnes auront la possibilité de faire des recours, de demander une réparation monétaire, financière, ce qui n'était pas le cas avant, et pourront faire des class auctions. Et je peux vous dire une chose, c'est que les sociétés de consommateurs sont en train de monter des services justement autour de ça. Donc, c'est un point important. Et enfin, pour la dernière chose, puisque vous êtes dans le profilage, forcément, il faudra faire une étude d'impact et faire une cartographie des risques. Alors, ça met à plat 2 business qui sont des business importants. Le premier, c'est le third-party data, puisque là, je te vends de la data que j'ai fabriquée moi, mais c'est toi qui vas l'utiliser, puisque je te la vends. Voire, c'est de la data que j'ai compilée de d'autres qui me l'ont vendue avant, et qui l'ont obtenue d'autres qui l'ont vendue. Je finis. Et puis, le second point
qui est fondamentale aujourd'hui. Il y a énormément de projets dans ce domaine. C'est ce qu'on appelle le CRM onboarding, qui consiste à matcher les gens qui visitent anonymement avec les infos que tu as sur eux sur le CRM. Tu dis, tiens, c'est Martin, il habite à tel endroit, etc. Donc ça fout à plat ce business, qui est le business de LiveRamp, par exemple, qui est un gros business chez IBM, dans toutes les technos, et voilà. Oui, non, mais c'est sûr, ça oblige à repenser tous les process. C'est bien pour ça qu'il y a eu un papier du patron de Gigia qui lui est plus sur la donnée first party et qui clamait que la donnée third party et second partie est morte. Il y a un certain nombre de business sauf que son qui sont papier remis n'est en pas cause. là avec les législateurs, et la législation européenne qui est influencée énormément par les Allemands et qui sont très pointus là-dessus, fait que c'est que juste une bulle de savon dans l'air. Et j'allais vous dire une chose, il faut aussi se méfier. Regardez ce qui se passe en Espagne. Attendez, quand vous voyez les 2 claques que se sont pris Facebook et Google parce qu'ils ne respectaient pas la réglementation, avec 300 000 € avant-hier et il y a 15 jours, 241 millions, j'allais vous dire une chose, ce n'est pas... Et alors, autre chose aussi, le non-respect, parce que justement, la plupart de mes clients me disent, mais finalement, Gérard, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire que c'est vrai que dans un premier temps, ils vont donner des listes dans lesquelles ils vont suivre, si vous voulez, certains secteurs. Et j'allais vous dire une chose, dans le règlement général de la protection des données, et je vais vous faire un scoop, il y a un article qui est l'article 0. Il est invisible, cet article 0, mais je vais vous donner le scoop. Article 1, de l'article 0, l'alinéa 1, c'est pas vu, pas pris. Mais l'alinéa 2, c'est pris, puni. Et ça veut dire que vous n'avez pas d'autre choix. Soit vous êtes OK, soit vous êtes KO. Donc c'est un peu les points que je prends avec le marketing. J'ai enlevé ma cravate tout à l'heure en arrivant. Mais je voudrais juste pour les directions marketing et commerciales qui sont quand même dans la salle, je voudrais appeler à de la vigilance, et ça sera ma conclusion. On va arrêter là-dessus, parce que... Voilà. Je vous appelle à la vigilance parce que les projets de mise en conformité qui se règlent dans les couloirs entre la DSI et la direction juridique, ce sont des projets de mise en conformité qui sont complètement castrateurs pour le marketing. Et on va tous se retrouver avec des sites web et des applications où il y a un énorme encart rouge avec une tête de mort en plein milieu qui donnera envie à aucun utilisateur d'acheter ou des produits et de laisser des données personnelles. Pour que ce projet de mise en conformité ne soit pas castrateur pour le marketing, il faut y voir une opportunité d'assainir la relation et l'utilisation de la donnée personnelle avec les utilisateurs et qu'on se retrouve tous de nouveau à faire notre job de marketeur, celui de donner envie. Donner envie dans le respect de la loi, d'utiliser les données personnelles. Et c'est bien celui-là tout l'enjeu de ce sujet-là pour les directions marketing. Merci. Donc on peut les applaudir parce que c'était très très concret. Ça le sera encore cet après-midi.